Alors, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on continue donc le cours sur les espaces vectoriels. Donc, on est arrivé à un théorème très intéressant qui contient donc un certain nombre de résultats. Donc, pour les étudiants de SMPC, donc je vais essayer de leur expliquer comment donc utiliser ce théorème et à peu près comment on peut le comprendre. Donc, pour les démonstrations de façon rigoureuse, donc on ne les fait pas pour les étudiants de SMPC, donc vous pouvez les trouver pour les étudiants de SMA, donc on peut leur faire ça mais dans un autre cours. Donc qu'est-ce qu'il nous dit donc ce théorème? Donc on a les résultats suivants. Donc un premier résultat, premier point, donc c'est que dans un sous-espace vectoriel F, sous-espace vectoriel de E, donc s'il a donc une base finie, donc toutes les autres bases, ils vont être finies, ils vont avoir le même nombre de vecteurs. C'est-à-dire, si F, il a une base qui contient 5 vecteurs, toutes les autres bases vont contenir 5 vecteurs exactement. Si une base de F, elle contient 1000 vecteurs, toutes les autres bases, ils vont contenir exactement 1000 vecteurs. Donc, ce nombre des vecteurs d'une base donnée, donc il ne dépend pas de la nature des vecteurs, mais il dépend directement de F. Donc, c'est une caractéristique de F. Donc, on appelle ce nombre la dimension du sous-espace F. Et on le note, la dimension de F, indice K. Donc le K parce que là on travaille avec E comme étant espace vectoriel sur K. Donc ça dépend aussi de K, du corps sur lequel on travaille. Donc c'est la dimension de F par rapport au corps K. Donc pour comprendre un peu par exemple ce que veut dire ce théorème, donc est-ce qu'on peut par exemple trouver, donc si F a une base, est-ce qu'il est possible qu'un sous-espace vectoriel F a une base B qui contient par exemple un seul vecteur? Donc on a ici un seul vecteur, et C, une autre base qui contient par exemple F1, F2, deux vecteurs. On va voir ce petit exemple simple, mais ça va nous éclaircir un peu les idées. Est-ce qu'on peut trouver un sous-espace vectoriel F qui a une base qui contient un seul vecteur et qui a une base qui contient deux vecteurs? C'est-à-dire le nombre des vecteurs de la base B n'est pas le même que le nombre des vecteurs de la base C. Donc je répète, ça c'est pas une démonstration, mais c'est un petit exemple à l'aide duquel on va essayer de faire comprendre le premier point. Donc si oui, donc C est une famille, donc C est génératrice. Donc puisque c'est une base, donc elle est génératrice, et C est une génératrice, donc puisque E1 il appartient à F, donc il va exister par exemple alpha, bêta qui appartiennent à K au carré, tel que E1 il va s'écrire alpha F1 plus bêta F2. Donc, on va
utiliser donc le fait, puisque donc B est une base, B il est supposé donc est une base de F. Le vecteur F1 appartient à F. Donc ça implique qu'il existe, disons, alpha 1 et bêta 1 appartenant à K. Il existe tout simplement alpha 1 appartenant à K, alpha 1 appartenant à K, tel que le vecteur F1, il va s'écrire alpha 1.E1. De même, B est une base de F. Le vecteur F2, il appartient à F. On va avoir la même chose, donc il va exister un scalaire alpha 2 appartenant à K, tel que F2 égale alpha 2.E1. Donc alpha 1 est forcément différent de 0. Pourquoi? Car si on a alpha 1 égale 0, alors F1 serait égal à 0,1. Et la famille C serait une famille liée, puisqu'on a vu qu'une famille qui contient le vecteur nul est toujours une famille liée. Donc F1 ne peut pas être égal à 0,1. La même chose, alpha 2 est différent de 0, car sinon, si alpha 2 égale 0, le vecteur F2 serait égal à 0,1 et la famille C serait une famille liée. Donc alpha 1 et alpha 2 sont différents de 0, donc on peut exprimer E1 en fonction de F1. Donc c'est égal à 1 sur alpha 1 point E1. Là, si on multiplie par 1 sur alpha 1, la multiplication externe, d'après les propriétés des espaces vectoriels, ça va faire 1 sur alpha 1 fois alpha 1 qui est égal à 1. Donc ça va faire 1 point E1 qui est égal à E1. De l'autre côté, on va avoir 1 sur alpha 1 F1. Et on va avoir aussi E1 qui va être égal à 1 sur alpha 2 point F2. Et par suite, on va avoir ces deux vecteurs qui sont égaux. C'est-à-dire on va avoir 1 sur alpha 1 point F1 qui est égal à 1 sur alpha 2 point F2. C'est-à-dire, par exemple, on peut écrire que F1, par exemple, est égal au scalaire alpha 1 sur alpha 2 point F2. Et donc, la famille C serait une famille liée. Là, et donc, C serait une famille liée. Donc, la famille C serait une famille liée, puisque là, on a un vecteur qui est combinaison linéaire de l'autre. Donc, la famille est liée. Donc, dans tous les cas, c'est impossible. Donc, d'où l'impossibilité dans tous les cas. D'où l'impossibilité. Donc, on ne peut pas trouver deux bases qui ont l'une un vecteur et l'autre qui a deux vecteurs. Donc, on ne peut pas trouver, d'après ce que je viens de raconter ici, on ne peut pas trouver une base contenant un vecteur et l'autre deux.
ce nombre, cette différence entre le nombre des vecteurs, il cause un problème. Donc il nous induit il nous conduit à une impossibilité. Un autre exemple, si vous voulez, soit B qui contient par exemple deux vecteurs E1, E2, base de F, et C qui est égal à F1, F2, F3, une autre base de F. Là, on a deux vecteurs, et là, on a trois. Est-ce que c'est possible d'avoir un sous-espace vectoriel, l'un qui a deux bases, l'une qui contient deux vecteurs, l'autre qui contient trois vecteurs. Donc, C, puisque c'est une base, donc C est génératrice. C est génératrice. Les vecteurs E1 appartiennent à F et E2 appartiennent à F. Donc, puisque c'est une famille génératrice, donc il va exister, il existe donc alpha 1, donc C est une famille donc génératrice, ou plutôt donc on va utiliser B, donc B est génératrice. Donc, puisque B est une base de F, F1, F2, les vecteurs F1, F2, F3 sont des vecteurs de F. Donc, il va exister des coordonnées qui sont uniques, même il existe des coordonnées uniques, donc on va les appeler alpha 1, bêta 1, les coordonnées de F1, alpha 2, bêta 2, les coordonnées de F2, alpha 3, bêta 3, les coordonnées de F3, donc qui appartiennent à K, tel que le vecteur F1, il va s'écrire alpha 1 E1 plus bêta 1 E2. Le vecteur F2 égale, on va avoir alpha 2 E1 plus bêta 2 E2. Le vecteur F3, il va s'écrire alpha 3 E1 plus bêta 3 E2. Donc on va voir ces égalités-là. Donc ici, donc l'un des alpha est forcément différent de 0. Donc je vais dire donc que alpha 1 ou alpha 2 sont différents de 0. Et même l'un des trois. Donc alpha 1 ou alpha 2 ou alpha 3 différent de 0. Sinon, si alpha 1 égale 0, alpha 2 égale 0, alpha 3 égale 0, qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir F1 en fonction de E2, F2 en fonction de E2, F3 en fonction de E2. Donc on va voir par exemple F1 égale bêta 1, E2, et on va avoir F2 égale bêta 2, E2, et on va avoir F3 égale bêta 3, E2, ce qui va donner que E2
c'est égal à 1 sur bêta 1 point F1 qui est égal à 1 sur bêta 2 point F2 qui est même égal à 1 sur bêta 3 F3. Donc bêta 1 est différent de 0 car F1 ne peut pas être égal au vecteur nul. La même chose pour bêta 2 et la même chose pour bêta 3. Ils sont forcément différents de 0. Cette écriture-là, ça implique que F1, F2, F3 sont liés linéairement, donc dépendants. Donc cette équation-là, cette égalité-là, ça veut dire que F1, F2 sont liés, ça suffit. Donc on ne peut pas avoir les trois scalaires qui sont ici nuls. Donc obligatoirement, alpha 1 ou alpha 2 différent de 0. Donc alpha 1, alpha 2, et là on peut se contenter uniquement de alpha 1, alpha 2 différent de 0. S'ils sont tous les deux nuls, ça va nous donner ces deux. Donc obligatoirement alpha 1 ou alpha 2 différent de 0. Donc par exemple, on va supposer, on va supposer que alpha 1 il est différent de 0. Sinon, on travaille avec alpha 2. Donc, par exemple, je suppose qu'alpha 1 est différent de 0. Donc, ce qui donne, là, dans ce système-là, dans le système S, donc on va éliminer donc E1 dans ces lignes. On va multiplier donc ici par alpha 1. On va faire alpha 1 F2 moins alpha 2 F1. Alpha 1 F2 moins alpha 2 F1. Donc on multiplie ici la deuxième ligne par alpha 1 et la première par alpha 2. Et là c'est toujours la multiplication externe. Donc là on multiplie par alpha 1 et là on multiplie par alpha 2. Lorsqu'on fait la différence, donc le terme en E1 va disparaître. Et donc on va avoir alpha 1 bêta 2 point E2 moins alpha 2 bêta 1 point E1. Donc on va avoir point E2. Donc les E et les F sont des vecteurs. Les alpha et les bêta ils sont des scalaires. On fait la même chose avec la première et la troisième ligne. Là on multiplie par alpha 1 et là on multiplie par alpha 2. On va avoir alpha 1 F3 moins alpha 3 F1 qui va donner. Donc le E1 il va disparaître. Là on multiplie par alpha 1, donc on va avoir alpha 1, alpha 2. Et là on va avoir alpha 1, alpha 3. Et là on va avoir alpha 3, alpha 1. Point E1, donc il va disparaître. Donc il reste ici alpha 1, bêta 3, point E2, moins là alpha 3, bêta 1, point E2. C'est-à-dire, on va voir ce coefficient-là, entre parenthèses, donc on va voir alpha 1, bêta 2, moins alpha 2, bêta 1, point E2. Donc c'est de la forme lambda, donc lambda, point E2. Là, c'est de la forme alpha 1, bêta 3, un scalaire, moins alpha 3, bêta 1, point
E2, c'est-à-dire, donc lambda, là on va écrire gamma point E2. Donc là, si on regarde ces deux lignes, là, si lambda et gamma sont différents de 0, on va exprimer E2 en fonction de F2 et de F1, et on va exprimer E2 en fonction de F3 et F1. Et on va avoir l'égalité entre ces deux vecteurs, fois des scalaires donnés. Et puisque la famille F1, F2, F3 est libre, on va avoir une contradiction. Donc là, qu'il nous faut de la place. Donc là, on va continuer. On va appeler ça étoile. Étoile. Donc dans l'écriture étoile, étoile, est-ce qu'on peut avoir lambda égale 0? Si lambda égale 0, si lambda égale 0, on aurait ça qui est égal à 0. Et puisque F1, F2 est une famille libre, puisqu'il est inclus dans la famille F1, F2, F3, on va avoir alpha 1 égale alpha 2 égale 0, ce qui est absurde. Donc, étoile implique. Donc, si lambda égale 0, on aurait alpha 1 égale alpha 2 égale 0, car la famille F1, F2 est une famille libre, puisqu'il est inclus dans la famille F1, F2, F3, qui est déjà une famille libre. Donc, absurde. Absurde. Absurde, puisque on est dans le cas alpha 1 est différent de 0. La même chose, si gamma égale 0, si gamma égale 0, on aurait alpha 1 égale alpha 3 égale 0, puisque la famille F1, F3 est une famille libre, ce qui est absurde, puisque alpha 1 est déjà différent de 0. Donc, d'où lambda est différent de 0 et gamma est différent de 0. Ce qui va donner E2 égale. E2, ici, lorsque gamma est différent de 0, on va multiplier par 1 sur lambda ici, et la gamma différente de 0, on va multiplier par 1 sur gamma. Donc on va avoir 1 sur lambda qui multiplie ce vecteur-là. Donc 1 sur lambda F2 va avoir 1 sur lambda alpha 1.f2 moins alpha 2.f1. Alpha 1 F2 moins alpha 2 F1. Et dans la deuxième ligne de étoile, on va avoir 1 sur gamma. 1 sur gamma. Là, on va avoir 1 sur gamma alpha 1.f3 moins alpha 3.f1. Ce qui implique, ou bien ce qui donne, encore une fois, ce qui donne, là en utilisant le calcul entre les vecteurs, en faisant passer ça de l'autre côté, on va avoir, donc là on a F1, il est multiplié par moins alpha 2 sur lambda, là il est multiplié par moins alpha 3 sur gamma. Mais lorsqu'on fait passer ça de l'autre côté, on va voir plus. Donc alpha 3 sur gamma, et là on va avoir moins alpha 2 sur lambda, donc ce scalaire là, point le vecteur F1, plus le coefficient de F2, il est là, plus, donc moins alpha 2 sur lambda, c'est un scalaire qui appartient à K, point, donc pour le vecteur F2 c'est alpha 1 sur lambda, donc c'est alpha 1
sur lambda. Ça, c'est le coefficient de F1, on l'a déjà pris, il est là. Ensuite, le coefficient de F3, on fait passer ça de l'autre côté, on va voir plus, entre parenthèses, moins alpha 1 sur gamma. C'est un élément de K. Point. Là, c'est point F, on a dit F2. Là, c'est point F3. Lorsqu'on fait passer ça de l'autre côté avec un moins, il reste ici le vecteur nul. Il reste le vecteur nul. Ces calculs-là sont possibles puisqu'on est dans un espace vectoriel. Cette équation-là est de la forme, regardez bien, est de la forme A.F1 plus B.F2 plus C.F3 qui est égal au vecteur nul. Et puisque la famille F1, F2 est une base, donc c'est une famille libre, c'est une base donc libre, alors on va avoir A égale B égale C égale 0, c'est-à-dire on va voir B c'est quoi? C'est alpha 1 sur lambda qui va être égal à moins alpha 1 sur gamma, ça nous suffit. Ce côté-là sera égal à 0. Et donc, puisque 1 sur lambda est différent de 0, et donc alpha 1 sera égal à 0. Absurde. Absurde. Donc tous les chemins mènent, donc tous les raisonnements, et si vous voulez, tous les chemins mènent à une absurdité. À une absurdité. Donc on ne peut pas avoir une base qui contient 2 vecteurs et une autre base qui contient 3 vecteurs. Inclus dans G, F, G, donc sous-espace vectoriel de E, donc avec dimension de F, on va l'appeler donc petit m. La dimension de G, on va l'appeler donc petit m. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire donc qu'il existe B, base de F, avec B donc qui contient M vecteurs. Donc B égale E1, E2 jusqu'à EM. Il existe une base C, base de G, telle que donc C contient donc N vecteurs F1, F2, Fn. Donc on va voir que le M il est inférieur ou égal à N. Donc pourquoi ça? Parce que c'est pour la raison suivante. Donc F, on a E1, E2 jusqu'à EM sont des vecteurs de F. Et F est inclus dans G. Donc E1, E2 jusqu'à M sont aussi des vecteurs de G. Avec E1, E2 jusqu'à EM qui est toujours une famille libre. Puisque libre, ça ne dépend pas de où se trouve la famille. Donc si la famille est libre dans E, donc il est libre dans G, il est libre dans F, donc il est toujours libre. Si on a alpha 1, E1 plus alpha de E2 jusqu'à alpha M, M égale 0E, donc automatiquement les alphas ils sont nuls. Donc c'est une famille libre, et c'est une famille libre de G. Donc c'est une famille libre, soit, on va dire soit K, le plus grand
plus grand nombre de vecteurs FI qu'on rajoute à cette famille-là, qu'on rajoute à B pour avoir une famille libre. Donc, je ne vais pas détailler donc ça, mais en gros, donc on a la famille E1. On a dit jusqu'à EM, il est libre. Il est libre. Je vais essayer de voir si je rajoute F1 à cette famille-là, c'est-à-dire E1 jusqu'à EM, virgule F1. Si c'est une famille libre, je vais essayer de voir avec F2. Je rajoute F2. Sinon, si lorsque je rajoute F1, ça fait une famille liée, je laisse de côté F1. Je vais voir avec F2. Donc E1 jusqu'à M, virgule F2. Si c'est une famille libre, je vais voir avec les autres vecteurs. Donc de toute façon, de cette famille-là, je vais passer à la famille B', qui contient donc toujours E1, E2 jusqu'à EM. Et là, je vais rajouter FI1, virgule FI2, virgule FIK. Je vais rajouter des vecteurs parmi les FI. À chaque fois, je rajoute. C'est F1. Lorsque je le rajoute à cette famille-là, ça reste une famille libre. Donc, I1, ça va être égal à 1. Sinon, c'est F1. Lorsque je le rajoute à cette famille-là, ça fait une famille liée. Je vais voir avec F2. Donc, si F2, avec cette famille-là, ça donne une famille libre, donc I1, ça va être égal à 2. Sinon, je vais voir avec 3, et ainsi de suite. Donc, de toute façon, là, ce sont les vecteurs que je peux rajouter à B pour avoir une famille B', qui est toujours une famille libre. Qui est toujours une famille libre. Et là, quand je prends le plus grand nombre des vecteurs, là, c'est le cas, c'est le plus grand nombre de vecteurs de FI possible. C'est-à-dire, si je prends un autre vecteur qui n'est pas ici, il va être lié avec cette famille-là. Donc, il va être lié. Donc, si vous voulez, posons. Donc là, je l'appelle I. Posons I, cette famille-là. Et posons J. Donc, qu'est-ce qui reste lorsque j'enlève ces indices-là? Là, je prends les indices. Donc, 1, 2, jusqu'à N. Mais là, j'enlève les indices qui sont dans I. Donc, si je fais I union J, je regroupe tous les indices, je vais avoir les indices de 1 jusqu'à N. Et I inter J égale le vide. Puisque J est égal à cet ensemble-là moins I. C'est-à-dire l'intersection entre I et J, c'est le vide. Il se peut que I soit égal le vide. C'est-à-dire il n'y a pas d'indice, il n'y a pas de FI tel que je le rajoute à cette famille-là, ça donne une famille libre. C'est-à-dire on a tous les FI qui sont liés avec ces vecteurs-là. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ensuite? Donc on a, quel que soit l'indice I, entre 1 et N, j'ai FI et combinaison linéaire des vecteurs de B'. Maintenant, tous les FI qui sont ici vont être combinaisons linéaires de ces vecteurs-là. Pourquoi? Car si I appartient à I, puisque cet ensemble-là est égal à I union J. Donc,
Là, ça veut dire que I appartient à I union J, puisqu'on a l'égalité ici. Donc, si I est déjà dans l'ensemble I, c'est-à-dire I est de la forme I indice quelque chose. Donc, I de la forme I indice IH. Et donc, F indice IH, c'est égal à 1 point F I indice IH, et c'est égal à 0, 1, plus. Donc là, je multiplie tous les vecteurs ici par des zéros, sauf FIH qui est multiplié par 1. Jusqu'au dernier. Donc FIH est combinaison linéaire de ces vecteurs-là, puisque lui, il est déjà ici parmi ces vecteurs-là. Si I n'appartient pas à I, donc I, il appartient à J. Donc, il appartient à J. Donc, ça veut dire que I n'est pas parmi ces vecteurs-là. Donc, ça veut dire que la famille B seconde, qui est égale à B', et je lui rajoute le vecteur FI. Donc, cette famille-là qui est plus grande que B', son cardinal, c'est K plus 1. Son cardinal est strictement supérieur à B'. Donc, ce que veut dire que cette famille-là est liée. Cette famille est liée. Puisque K, c'est le plus grand nombre des FI que je peux rajouter à ces vecteurs-là pour avoir une famille libre. Donc, si je rajoute un autre vecteur de trop qui n'apparaît pas ici parmi les FI, la famille, cette famille-là, obligatoirement est liée. C'est par définition de K. On a dit K, c'est le plus grand nombre des vecteurs FI qu'on rajoute à la famille B pour avoir une famille libre. Si cette famille-là est libre, ça veut dire que j'aurai ici rajouté K plus 1 vecteur, ce qui est faux. Donc cette famille est liée. Or, la famille B' est déjà libre. La famille B' est déjà libre. Cette famille-là est déjà libre. Ça veut dire que forcément FI est combinaison linéaire des vecteurs de B'. Donc, puisque cette famille est liée, ça veut dire que l'un des vecteurs est combinaison linéaire des autres. Et forcément, c'est le FI qui est combinaison linéaire des B', puisque la famille B' est libre. Donc FI est combinaison linéaire des vecteurs de B'. Donc, que I soit dans I, donc FI combinaison linéaire, là, FI est combinaison linéaire de B'. Parce que FIK, elle est dans B', c'est clair. Si I n'est pas dans grand I, c'est-à-dire dans grand J, donc on a aussi FI qui est combinaison linéaire de B'. Donc, d'où tous les vecteurs, tous les FI vont être combinaisons linéaires de B'. Et donc, tous les vecteurs de G, puisque FI, il est déjà une famille génératrice de G, c'est-à-dire tous les vecteurs de G s'écrivent combinaison linéaire de FI. Les FI s'écrivent combinaison linéaire de B'. Et donc tous les vecteurs de G, s'écrivent combinaison linéaire de FI qui s'écrivent combinaison linéaire de B'. Ce qui veut dire, donc d'où tous les vecteurs donc de G vont s'écrire combinaison linéaire de B'. Et donc, B' est génératrice. La famille B' est génératrice.
c'est une famille génératrice de G, puisque là on raisonne avec les vecteurs de G. Comme elle est libre, par construction, on a dit que B', on l'a construit de cette façon-là, comme elle est libre, donc B' est une base de G. C'est une base de G et la dimension de G, on a dit que c'est égal, on est parti de la dimension de G, on a dit qu'on l'a appelé petit m, c'est donc égal le cardinal de la base, donc B'. B', combien il contient de vecteurs? Il contient, donc si on compte les vecteurs, il contient B', il contient les vecteurs de 1 jusqu'à EM, plus I1 jusqu'à IK, c'est-à-dire il va contenir M plus K vecteurs. Donc il va être égal, le cardinal de la famille qui contient les vecteurs E1 jusqu'à EM. Ensuite, les vecteurs qu'on a rajoutés FI1 jusqu'à FIK. Donc là, on va avoir M plus K vecteurs. K, évidemment, il appartient à N, c'est un entier. Donc s'il est égal à 0, automatiquement M égale N. Donc, d'où l'entier N est égal à M plus K avec K qui appartient à N. Et donc, on peut en déduire que N, donc c'est N plus quelque chose qui est positif, donc N, il est supérieur ou égal à N. Ça, c'est une première chose. Donc, on vient de démontrer le résultat suivant. Donc, F inclus dans G implique que la dimension de F est plus petite que la dimension de G. Ça, c'est pour les sous-espaces vectoriels de E. Ensuite, donc, si M égale N, c'est-à-dire la dimension de F est égale à la dimension de G égale petit n. Donc d'après le raisonnement qu'on vient de faire, donc on est parti de la base B, une base de F, et à chaque fois on lui rajoute des vecteurs de la base C de G. Puisque F est inclus dans G, cette famille est inclue dans G, et c'est une famille libre. Donc on peut la compléter, on peut lui rajouter des vecteurs pour avoir une base de G, d'après le raisonnement qu'on vient de faire. Donc si M est déjà égal à N, alors le K égale 0. C'est-à-dire qu'on ne peut ajouter aucun vecteur parmi les FI pour avoir une famille libre. Donc tout de suite, donc tous les vecteurs, donc tout de suite, quel que soit I, entre 1 et N, donc FI est combinaison linéaire de la famille B qui contient les vecteurs de E1 jusqu'à EM. M ici égale à N. Donc la famille B va être une famille génératrice de G. Puisque tous les vecteurs de G s'écrivent combinaison linéaire des FI, les FI s'écrivent combinaison linéaire des EJ. Donc B est une famille génératrice de G, et puisqu'il est déjà libre, et donc une base B est une base de G. C'est une base de G, c'est-à-dire G
c'est vec donc de la base B, qui est déjà, et vec de la base B, c'est déjà égal à F, puisque B est une base de F. Donc, d'où l'égalité G égale F. Donc, chaque fois qu'on a deux sous-espaces F et G, deux sous-espaces de E, avec F inclus dans G, qui sont de dimension finie, d'abord, on a vérifié que la dimension de F est toujours inférieure ou égale à la dimension de G. C'est un premier point. Et deuxième point, lorsqu'on a ici l'égalité entre les dimensions, alors on a l'égalité entre les deux sous-espaces. Et ça, c'est extra. Donc rien que l'égalité entre les dimensions. Donc en général, F et G sont infinis. Ce sont des ensembles infinis, très grands. Et la dimension peut être égale à un entier fini. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est un entier. Donc lorsqu'on a les dimensions qui sont égaux, alors les deux sous-espaces ils sont égaux. Et ça, ce résultat-là, donc il nous rappelle un résultat qu'on connaît sur les ensembles. Si on a un ensemble A inclus dans B, et si le cardinal, c'est-à-dire le nombre des éléments qui sont dans A, égale le cardinal de B, c'est-à-dire A et B contiennent le même nombre d'éléments, sont des ensembles finis, alors on en déduit que A égale B. Mais ce résultat-là, donc il est donc vrai lorsqu'on a des ensembles qui sont finis. Et là on raisonne, si on a les cardinaux, le nombre des éléments, donc on peut déduire que A égale B. Là, c'est pas tout à fait la même chose. Ça, c'est plus général. Là, ce sont des sous-espaces. En général, ils sont infinis. Ils contiennent un nombre infini d'éléments. Et les dimensions, ils peuvent être finies. Et lorsque les dimensions sont égales, et on a déjà F inclus dans G, donc F est égal à G. On va voir des exercices dans les TD pour essayer de comprendre un peu, pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. Donc, il nous reste à voir donc, le troisième point, qui est un point très intéressant, qui va nous simplifier donc, certains calculs et certains raisonnements. Donc, si on a un sous-espace F qui est de dimension n, donc s'il est de dimension n, alors on a l'équivalence entre ces trois choses, ces trois propositions. B est une base de F. C'est équivalent à dire que le cardinal de B égale n, et B est une famille génératrice. C'est équivalent à dire que le cardinal de B égale à n et B est libre. C'est un résultat qui va être très utile. On va expliquer pourquoi. Donc, dans cette équivalence-là, cette première équivalence, si B est une base de F, alors on sait que B est génératrice et libre. Donc, B est une base de F, ça implique, dans ce sens-là, que B est génératrice. C'est vrai. Et puisque la dimension de f égale à n, donc toutes les bases contiennent un vecteur, donc le cardinal de b égale n. Mais le retour dans ce sens-là, ça demande une petite démonstration. Mais c'est vrai. Donc si on a b qui est génératrice, et on sait que déjà b contient n vecteurs, avec n c'est la dimension de f, tout de suite b est une base de f. C'est pas la peine de vérifier que b est libre. La même chose avec cette équivalence-là. Donc si B est une base de F, donc alors B est libre. C'est vrai. Et puisque B est une base de F, et toutes les bases qui contiennent le même nombre de vecteurs, donc B va contenir aussi n vecteurs, donc ça, c'est vrai. Mais le retour dans ce sens-là, qui est vrai, ça mérite une petite démonstration, il est aussi vrai. Donc pour vérifier, lorsqu'on connaît la dimension de F, c'est n, si on a une famille qui est libre, et qui contient n vecteurs, donc automatiquement ça va être une base. Elle va être donc génératrice. Et c'est extraordinaire. Donc ce qui est utile, c'est les implications dans le sens inverse. Donc dans la suite, lorsqu'on connaît, ça c'est vrai, lorsqu'on connaît la dimension de f. Si on ne connaît pas la dimension de f, pour vérifier que b est une base de f, il faut montrer qu'elle est génératrice et libre. Mais lorsqu'on connaît la dimension de f, les choses vont être simplifiées. Si une famille ne contient pas un vecteur, il ne va être jamais une base. S'il contient un vecteur et il est génératrice, donc ça va être une base. S'il contient un vecteur et il est libre, il va être une base.
Si elle contient n vecteurs, elle n'est pas génératrice. Donc il ne va pas être libre. Il n'est pas génératrice. La même chose. Si une famille contient n vecteurs, et donc il n'est pas libre, donc il ne peut pas être génératrice. Sinon, il serait une base. Donc on va partir du fait que f, donc sous-espace vectoriel de E, et la dimension de f égale n. Donc ça veut dire que toutes les bases de f, elles contiennent un vecteur. Donc on va noter B. Au lieu de B, on va noter donc C égale E1 jusqu'à En, une base de f. On va fixer une base de f. Donc on va montrer cette équivalence-là. Donc on va montrer cette implication-là. Donc soit B, une base, soit B, une base de f. Donc d'après la définition, donc B est génératrice. Ça c'est clair. Est génératrice. Et d'après le théorème, d'après le premier point du théorème, le cardinal de la famille B, c'est-à-dire B, on a dit que toutes les bases, elles contiennent le même nombre de vecteurs, puisque la dimension de f égale n, donc le cardinal de B égale n. Donc d'après le premier point de théorème, le cardinal de B égale n. Donc on vient de montrer que si B est une base de f, donc B est génératrice, et le cardinal de B égale n. Donc on va montrer l'implication dans l'autre sens. Donc, soit B, une famille génératrice, de f. Donc B, il contient les vecteurs, donc on peut les appeler F1, F2, et là, donc soit B, une famille génératrice, avec le cardinal de B égale n. Là, on prend B de cardinal n. Donc B va contenir les vecteurs F1, F2 jusqu'à F indice n, puisqu'il contient n vecteurs. Donc, si B est libre, alors, puisqu'elle est déjà génératrice, alors B est une base. Et c'est fini. Donc, on va avoir B qui est une base. Et c'est fini. Si B n'est pas libre, n'est pas une famille libre, donc c'est une famille liée. Pas libre. Donc, il est lié. Et d'après les résultats qu'on a vus sur les familles liées, il est lié. Et l'un des vecteurs est combinaison linéaire des autres. Et l'un des vecteurs de FI serait combinaison linéaire des autres. Donc l'un des FI serait combinaison linéaire des autres. Donc pour ne pas se trouver avec les indices, on va supposer que c'est le dernier, c'est-à-dire Fn est combinaison linéaire des autres. Donc par exemple, ça ne change rien à la démonstration, seulement il se simplifie donc le choix des indices. Donc par exemple, Fn
et combinaison linéaire des vecteurs f1, f2 jusqu'à fn moins 1. Donc l'un des vecteurs combinaison linéaire des autres, on suppose que c'est le dernier combinaison linéaire des autres. Et puisque, or, donc tout vecteur V qui appartient à F est combinaison linéaire des vecteurs F1 jusqu'à Fn, puisque la famille B est une famille génératrice. Ça, c'est une famille génératrice. C'est une famille génératrice de F. Et comme Fn, lui aussi, c'est que les combinaisons linéaires des vecteurs F1 jusqu'à Fn-1, donc tout vecteur V va s'écrire combinaison linéaire de F1 jusqu'à Fn. Fn, on peut l'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs de F1 jusqu'à Fn-1. Donc, V serait, tout vecteur V serait combinaison linéaire des vecteurs de F1 jusqu'à Fn-1. Et donc, la famille que je vais appeler, donc, on est parti de B, je vais appeler B1, qui contient donc les vecteurs F1 jusqu'à Fn-1, serait génératrice. Donc, elle serait génératrice. Je répète le même raisonnement. Donc, si B1 est libre, c'est B1 est libre, et puisqu'il est déjà génératrice, donc ce qui implique que B1 est une base. Donc, il serait une base. Donc, serait une base de F. Avec le cardinal de B1, qui cette fois-ci, c'est n-1, et qui est différent de la dimension de F. Ce qui est faux, ce qui est impossible, puisque toutes les bases vont contenir n vecteurs. Donc ce qui est impossible, ou bien absurde. Ce qui est absurde. Donc B1 serait lié. Donc B1 ne peut pas être libre. Donc l'un des vecteurs serait combinaison linéaire des autres. Par exemple, supposons que f ou n-1 est combinaison linéaire des autres. Donc en suivant ce raisonnement, donc on va avoir l'existence d'une famille B, qu'on peut noter par BK, qui est égale F1, F2, jusqu'à Fn-K, qui est libre, qui est déjà génératrice, elle reste génératrice, et libre. À chaque fois, donc, on enlève un vecteur de trop, lorsque la famille est liée. Donc, on arrive à une famille qui est génératrice et libre, et cette famille-là, donc, son cardinal serait BK, serait N-K, qui est différent de N. Ce qui est absurde. Donc la seule possibilité qui reste, c'est donc forcément, le n-k doit être égal à n, c'est-à-dire k égale 0. K égale 0, c'est-à-dire on ne peut enlever aucun vecteur. La famille B égale F1 jusqu'à Fn est forcément libre. Libre. Parce que s'il n'est pas libre, on fait ce raisonnement-là, on arrive à des contradictions. Donc la famille B est forcément libre et donc
une base de f. Balance du deuxième point. Donc, dans ce sens-là, si B est une base de f, alors B est automatiquement libre, il est libre et génératrice, donc il est libre. Et son cardinal, puisque c'est une base, et toutes les bases contiennent le même nombre de vecteurs qui est la dimension de f, sera égal à n. Pour l'implication dans l'autre sens, CB est libre. CB est une famille libre, et c'est le cardinal de B égale n. C'est-à-dire B contient n vecteurs, B est égal à F1 par exemple jusqu'à Fn, exactement, Fn. Avec les Fi qui sont des vecteurs de F. Posons, on va poser G, c'est égal à vect de la famille B. C'est-à-dire l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de la forme alpha 1.F1 plus alpha 2.F2 jusqu'à alpha n.Fn avec alpha 1 jusqu'à alpha n des éléments quelconques de K. Ça, c'est le sous-espace vectoriel engendré par les Fi. C'est ce qu'on note par vect de B. Donc, si on pose G égale à vect de ça, donc qu'est-ce qu'on peut dire de B? Donc, I, B est une famille génératrice. C'est une famille génératrice. Donc, c'est une famille génératrice de G. Ça, c'est par définition de G, puisque G est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de cette famille-là. Donc, tout vecteur qui est là est combinaison linéaire des vecteurs de B. Et les Fi sont évidemment dans G. Donc, F1 il est dans G, là on multiplie par 1, les autres par 0. F2 il est dans G, on multiplie ici par 1, les autres par 0. Donc, tous les Fi sont dans G. Donc, par définition de G, automatiquement, c'est une famille génératrice. Par définition de G. Deuxième chose, on a par hypothèse B est libre. B est libre. B est libre. Donc, d'où B est une base de G. Et donc, la dimension de G, c'est égal le cardinal donc de B. B contient combien de vecteurs? On a dit qu'il contient n. Ça, c'est d'un côté. Or, B, la famille B, c'est une famille de vecteurs qui sont dans F. Donc, tous les Fi sont, on a or F1 jusqu'à Fn sont des vecteurs de F. Ce qui implique que vect de la famille F1, c'est-à-dire toutes les combinaisons linéaires de ces vecteurs-là, le sous-espace engendré par cette famille-là est inclus dans F. C'est-à-dire, ça c'est G, ce qui implique que G est inclus dans F. Donc G est inclus dans F, le sous-espace G est inclus dans le sous-espace F. On a la dimension de G égale n. N c'est quoi? C'est égal à la dimension de F. Et d'après le théorème, et d'après le deuxième point, d'après le deuxième point du théorème, G serait égal à F. C'est-à-dire F est égal à vect de la famille B. Ainsi, B est libre, ça c'est par hypothèse, et
puisque F, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs de la famille B, donc B génératrice. B est génératrice. D'où on conclut que B est une base de F. Ce qui est formidable dans ce théorème-là, c'est qu'à partir de maintenant, donc lorsqu'on connaît la dimension du sous-espace, d'un sous-espace donné, donc pour savoir si une famille est une base de F, la première chose c'est de vérifier que le cardinal égale la dimension. Le cardinal égale la dimension. Si le cardinal est différent de la dimension, la famille B ne va être jamais une base de N. Et ensuite, lorsque le cardinal de B égale N, on a le choix. Soit on vérifie que B est génératrice, ou bien on vérifie que B est libre. On choisit l'une de ces deux propriétés. En général, le fait de vérifier que B est libre, c'est plus simple. Donc en général, cette propriété-là, elle est plus simple à vérifier. Mais ça n'empêche que dans certains cas, on a déjà cette propriété-là, et donc on déduit le résultat. Donc quelques exemples sur la dimension. Donc on a déjà vu que la famille B qui contient les polynômes 1, x carré, ça c'est la base canonique, c'est-à-dire je vérifie que ça c'est la base canonique, on l'a appelé la base canonique, ça c'est une base de R2 de x, on l'a appelé la base canonique de R2 de x. Donc c'est une famille génératrice libre. Donc dimension, ce qui implique que la dimension de sous-espace R2 de x, ou bien de l'espace R2 de x, c'est un sous-espace de lui-même, indice R, puisque là on travaille sur R. Donc là, 1, 2, 3, on a 3 vecteurs. Et en général, de même, si vous voulez, de même, la famille B qui contient les vecteurs, là on va l'appeler 2. La famille B1 qui contient les vecteurs 1x, donc c'est une base, c'est la base canonique de R1 de x, l'espace du polynôme de degré inférieur égal à 1, et la dimension de R1 de x, ça va être égal à 2, on a 2 vecteurs. En général, la famille B commence par B indice n, qui contient donc les vecteurs 1, x jusqu'à xn. C'est la base canonique. De l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à n, et la dimension de R indice n de x, on va ici de 1 jusqu'à n plus 1, ça fait n plus 1, puisqu'on va de x puissance 0 jusqu'à x puissance n. Pour un autre exemple, donc là, le sous-espace F, on a déjà étudié. On a trouvé que ce sous-espace-là est égal à vect. Donc on revient en arrière. C'est vect est engendré par le polynôme P, indice 0. Là, puisque A1, on peut l'écrire en fonction de A0, c'est moins A0. Donc là, on va avoir moins A0. Donc il reste ici A0 qui est multiplié à 1 moins X. Donc c'est vect de P0 avec P0 sur le polynôme 1 moins x. Donc là, on a un seul vecteur. Donc la dimension de f, c'est égal à 1. Donc on a une famille génératrice qui contient un seul vecteur. Et lorsqu'on a une famille qui contient un seul vecteur non nul, automatiquement, il est libre. Puisque alpha P0 égale 0, ça voudrait dire que alpha égale 0. Là, la dimension du sous-espace vectoriel, ou bien l'espace vectoriel qui ne contient qu'un seul vecteur, le vecteur nul, est toujours égal à 0. Donc avec
f égale 0e, qui contient le seul vecteur nul, on a déjà vu que ça c'est un sous-espace vectoriel de E. Et donc lui-même c'est un espace vectoriel. C'est un espace vectoriel qui ne contient qu'un seul vecteur, c'est le vecteur nul. Donc là, par convention, on pose que la dimension du sous-espace vectoriel qui ne contient que le vecteur nul, c'est égal à 0. Ça, on ne pose pas convention, donc ça simplifie les écritures dans la suite. Donc il y a quelques-uns qui vont se casser la tête, pourquoi c'est 0? Si on revient à la définition de la dimension, donc on doit trouver une base dans F formée par des vecteurs. Et une base de F donc, ne peut pas contenir le vecteur nul. Sinon, il serait une famille liée. Donc déjà, F il ne contient pas de vecteur non nul. Donc la définition d'une base qu'on a donnée avant, il est valable pour un espace vectoriel, un sous-espace vectoriel qui contient des vecteurs qui sont non nuls. Mais pour le sous-espace vectoriel qui ne contient que le vecteur nul, ça, on l'écrit par convention. Ce n'est pas la peine de vous casser la tête. Donc par convention, parce que dans la suite, on va utiliser des propriétés concernant la dimension. Cette écriture-là simplifie les choses. Sinon, si on ne veut pas se casser la tête avec cette définition-là, on ne définit pas la dimension de ce sous-espace-là. Et on reste tranquille. Mais cette convention-là, elle est très, très utile. Qu'est-ce qu'on peut dire ensuite concernant donc, la dimension? Donc, un sous-espace vectoriel, donc E, c'est un sous-espace vectoriel de lui-même. Donc, si E n'admet pas de base finie, donc s'il n'admet pas de base finie, on dit qu'il est de dimension infinie. On dit qu'il est de dimension infinie. Donc, les espaces vectoriels, donc il y a deux types. Il y a le type des espaces vectoriels qui sont de dimension finie. On avait quelques-uns. Il y a des espaces vectoriels qui ne sont pas de dimension finie. Dans ce cas-là, on dit qu'ils sont de dimension infinie. Donc, parmi les exemples des dimensions des sous-espaces vectoriels de dimension infinie, il y a cet espace-là. Mais avant cet espace-là, il y a même, si on veut, donc exemple d'espace vectoriel de dimension infinie, on va donc donner des exemples donc d'espace vectoriel de dimension infinie. Dimension infinie. Si on prend E, c'est R de X, l'ensemble de tous les polynômes à quotient dans R. Donc, milieu de l'addition entre les polynômes, multiplication externe. Donc, on vient de voir, donc, on sait que l'espace des polynômes de degré, par exemple, inférieur ou égal à 1, R1 de X, est inclus dans R de X. Ça, on le sait. Puisque tout polynôme de degré inférieur ou égal à 1 est un polynôme. Donc R1 est inclus dans celui-là. Donc c'est un sous-espace vectoriel de celui-là. Donc là, si on suppose, si la dimension de E est égale à n, les finis. Donc on a déjà donc R1 de X est inclus dans celui-là. Ce qui implique que la dimension de R1 de X, on a dit que c'est égal à 2, serait inférieure ou égale à la dimension de E, et de R de X, qui est égal à n. Donc n déjà, il doit être supérieur ou égal à 2. R2 de X, le sous-espace des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. C'est aussi un sous-espace vectoriel de l'espace de tous les polynômes. Et donc, la dimension de R2
de x qui est égal à 3, la base gamme x est 1x carré, donc serait inférieur ou égal à la dimension de E qui est égale à m. En général, si on prend le sous-espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à k de x, donc ça c'est un sous-espace vectoriel R de x, et on aurait donc là avec k appartient n, k un entier quelconque, et on aurait donc la dimension de rk de x qui serait égale à k plus 1, parce que la dimension de Rn c'est n plus 1, donc là on a pris k, donc ce k plus 1 serait inférieur ou égal à n. Ceci, quel que soit k appartenant à n, ce qui n'est pas possible, impossible, impossible. Il suffit de prendre Rn de x, donc avec k égale à n, on aurait ici n plus 1 inférieur ou égal à n, ce qui est impossible. Ce qui est impossible. Donc, E ne peut pas avoir une dimension finie. Donc, d'où R de x ne peut pas avoir une dimension finie. Donc, un autre exemple d'espace vectoriel de dimension infinie, c'est l'espace des fonctions définies de R dans R. Mais l'espace des fonctions définies de R dans R, il contient l'espace des fonctions polynomiales qui est en bijection avec R de x. Maintenant, si on passe, donc pour E, si on prend E, c'est l'espace des fonctions qui sont définies de R dans R. Donc, notons F, donc c'est l'espace des fonctions P de x, telle que P de x, c'est une fonction polynomiale, c'est une fonction polynôme, c'est une fonction polynôme. Donc, ça c'est en bijection avec R de x, fonction polynôme à coefficient dans R, à coefficient dans R. Donc, l'ensemble des fonctions polynomiales à coefficient dans R, donc on le note R entre crochets petit x. Mais R entre crochets, c'est la même chose que l'espace des polynômes. Donc pour étudiants de SMPC, c'est la même chose que l'espace des polynômes. Donc si on note par F l'ensemble des fonctions polynomiales, donc on a F est inclus dans E. Toute fonction polynomiale est définie de R dans R. Et c'est même un sous-espace vectoriel. La somme de deux fonctions polynomiales est une fonction polynomiale. Une fonction polynomiale multipliée par un réel, ça reste une fonction polynomiale. Donc F est un sous-espace vectoriel de E. Donc, si dimension de E est finie, si la dimension de E du grand espace E est finie, donc la dimension de F serait finie. La dimension de F serait finie. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui est faux. On vient de voir que la dimension de F elle est infinie. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Donc, d'où la dimension de E, de l'espace de fonction définie dans R, on dit qu'il est infini. Donc, c'est un plus l'infini.
Donc là, si on veut plus de détails sur les dimensions, donc il y a pas mal de livres qui traitent ça, mais là on se contente donc de ces propositions donc pour les étudiants SMPC, surtout pour la première année.